Finalement, est-ce que tu as un mot pour le décrire? Il n'y a pas qu'un mot pour le définir, mais... C'est un truc que lui mettait beaucoup en avant, c'est attitude. Un warrior. Simple. Great. Humilité. Je sais pas, c'est un immense champion avec une grande humilité. Fidélité. Humilité. Il y a dans le sport des figures que l'on admire pour leurs victoires, leurs records, leurs palmarès. Et puis, il y a celles qui vont au-delà. Celles dont le souvenir ne tient pas seulement dans une ligne de résultats, mais dans quelque chose de plus profond. Ces sportifs-là ne sont pas simplement applaudis, ils sont aimés. Aimés pour leur fragilité, leur humanité, pour ce qu'ils représentent et ce qu'ils transmettent. Rafael Nadal, lui aussi en fait partie. S'il a pu gravir les sommets et rester plus longtemps que quiconque, ce n'est pas un hasard. Cette longévité, cette résilience hors norme prennent racine bien plus loin, bien plus tôt, avant les trophées et bien avant que son nom ne devienne une légende. Pour s'en rendre compte, il faut revenir plusieurs années en arrière, au large des côtes espagnoles. Au beau milieu de la mer des Baléares, sur l'île de Majorque, un vent nouveau se lève le 3 juin 1986 à Manacor. Ce jour-là, naît un certain Rafael Nadal Parera. Rafael, c'est le premier enfant de Sébastien Nadal, chef d'entreprise accompli, et d'Anna Maria Parera, femme au foyer. Il a aussi une sœur, Maria Isabel, de 5 ans, sa cadette. Majorque, c'est plus qu'une île pour lui. C'est son repère, son havre de paix, là où tout a commencé, et là où il retournera toujours. Lui, en fait, il habite à Porto Cristo. Porto Cristo, c'est une petite cité balnéaire, donc pour le coup vraiment qui donne sur la Méditerranée et qui est à 10 km de Manacor. C'est le petit village de province, comme on peut imaginer en France, où tout le monde se connaît plus ou moins. Et c'est vrai que lui, ça a été une de ses grandes chances. Il a pu faire toute sa carrière en habitant là-bas. Nadal, avec sa famille, habite au dernier étage d'un immeuble, au premier étage duquel vivaient ses grands-parents et au deuxième étage duquel vivaient Tony et sa famille. Bien sûr, il y a un respect, une admiration énorme, mais il y a aussi un respect de la vie privée et surtout une habitude en fait de le voir lui, sa famille, circuler dans les rues, prendre un café à une terrasse. Donc ça lui a permis lui de faire toute sa carrière sans avoir besoin d'aller vivre à Monaco, à Dubaï ou ailleurs, et il est très très attaché à sa terre. Côté tennis, Rafa commence très tôt, à l'âge de 4 ans. Il n'avait que quelques rues à traverser pour passer de l'immeuble familial au club de tennis de la ville. Quand il y allait, c'était pour retrouver Antonio dit Tony, son oncle, mais aussi le professeur attitré du club. Figure discrète au sein du clan Nadal, Tony avait pourtant lui aussi foulé les cours en tant que joueur sans y connaître de réel succès. Une fois ses études achevées, il était retourné sur sa terre natale pour y assumer un rôle d'entraîneur. Sur le court de tennis de sa ville, Nadal s'y plaît rapidement, mais à cette époque, c'est pourtant balle au pied qu'il s'épanouit le plus. Son ambition, suivre les pas de son deuxième oncle Miguel Andrel, joueur de football professionnel. Passé par Majorque, puis par le FC Barcelone pendant 8 saisons, il participera également à 3 Coupes du Monde avec l'équipe nationale d'Espagne. Dès les premiers échanges, Tony perçoit en son neveu quelque chose de rare. Rafa apprend vite, assimile tout avec une facilité déconcertante. Il comprend alors qu'il a entre les mains un talent unique et désormais un rôle essentiel à jouer dans son développement. En fait, Tony Nadal, c'est quasiment comme si les parents de Rafael Nadal avaient confié leur enfant en disant « voilà, écoute, on te laisse bien sûr l'entraîner au tennis, et puis surtout tu seras aussi une sorte de précepteur, tu vas être son éducateur au sens d'apprendre un peu la vie. » Et c'est vrai que c'est la personne avec laquelle il a passé le plus de temps, entre 5 ans et 25 ans. Pendant 20 ans, c'était la personne avec laquelle il partageait le plus de discussions. Et effectivement, Tony a pris son rôle très au sérieux, à la fois d'entraîneur de tennis, mais aussi de personne qui devait le guider, bien sûr, vers la maturité et aussi vers l'autonomie. Pues sí, ha acertado. Es Rafa Nadal con 12 años y se está jugando el Campeonato de España infantil. Los lunes y martes hago de 9 a 12 de cole. Después de las 4 a las 8 juego a tenis. Au football comme au tennis, Rafael est naturellement gaucher. Pourtant, peu savent que Nadal est en réalité droitier. Certains médias avaient longtemps affirmé que Tony l'avait contraint de jouer de la main gauche. Une idée fausse, selon l'Espagnol. Dans ses premières années, il manquait de force pour envoyer la balle de l'autre côté du filet. C'est pourquoi il utilisait sa raquette à 2 mains, aussi bien pour son coup droit que pour son revers. Un jour, son oncle lui dit « Aucun professionnel ne joue à 2 mains, et ce n'est pas nous qui allons innover. Il faut donc que tu changes. » C'est ainsi que la main gauche s'est imposée naturellement pour Rafa.
capte tranquillement. L'éducation joue énormément, notamment celle de son oncle Tony, qui a été comme un deuxième père pour lui. Par exemple, le fait qu'il ait jamais cassé de raquette, c'est parce que ses parents et Tony Nadal lui disaient que s'il cassait une raquette, ils arrêtaient en fait. Et ils disaient c'est interdit, tu casses pas une raquette, t'as le droit d'être frustré mais tu casses pas de raquette. Et c'est quand même très rare qu'un champion de cette dimension n'ait jamais cassé de raquette. Même Roger Federer, en début de carrière, cassait quand même un certain nombre de raquettes. Et lui, oui, ça fait partie de son éducation, de pas se prendre pour quelqu'un qui n'est pas. Pour sa famille, la discipline passait avant les trophées. Le plus important n'était pas qu'il devienne un champion, mais un homme bon. Dans la victoire comme dans la défaite, saluer son adversaire sur le court, c'est devenu une seconde nature pour lui. Quelqu'un de très pudique, c'est quelqu'un qui est très simple, qui est dans les relations, qui est facile. Quand il vient faire l'accolade, je sais que voilà, c'est quelqu'un qui remercie et il le fait naturellement, il le fait facilement. La maman, le père, enfin tout l'entourage. On dit mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Il est pas auto-centré, c'est quelqu'un qui n'a pas changé. Moi c'est l'homme avant même le champion. C'est un gars qui est déjà dans la vraie vie entre guillemets et humainement bien au-dessus du lot. Toujours disponible, toujours prêt à aider, donner le meilleur de lui-même, quelles que soient les circonstances, qu'il soit déçu, qu'il soit triste, qu'il soit heureux. Rafa est avant même d'être un champion, un être hors norme. Je crois que c'était en 2018, où il y avait eu des inondations mortelles à Manacor et dans les villages autour. Et lui avait été très présent dans cette période-là, là-bas, il s'était vachement impliqué pour nettoyer tous les dégâts. Il avait ouvert son académie aux gens qui avaient perdu leur logement. Bon, lui avait perdu des gens qu'il connaissait bien, des gens qui en sont morts. Il avait évidemment fait des grosses donations, il faisait du porte-à-porte avec son préparateur physique. Et c'est un truc qu'il n'avait pas voulu du tout médiatiser, mais les gens l'avaient évidemment reconnu. Des médias qui étaient sur place pour couvrir les inondations l'avaient évidemment reconnu. Pendant qu'il était avec son balai en train de nettoyer, tu vois, dans un garage. Et donc forcément, ça a intéressé les médias. Il y a eu énormément de demandes d'interviews, il les a toutes refusées. Parce qu'il ne voulait pas donner l'impression de « Regardez, c'est moi, Rafael Nadal, la star qui aide les pauvres qui sont en galère ». Il ne voulait pas du tout ça. Je trouve que ça représente vachement qui est Rafael Nadal, en fait. C'est vraiment le mec simple. Mais alors, comment ce jeune garçon aux multiples influences va faire naître en lui le prodige espagnol que le monde entier découvrira quelques années plus tard? Vers l'âge de 12-13 ans, un événement va accélérer les choses. J'ai entendu parler de lui par les joueurs espagnols, les Carlos Moya, qui le connaissaient très bien puisqu'ils sont de Mallorca. Correggia, les Mantilla parlaient de lui très tôt, donc il devait avoir 11, 12, 13 ans. Et c'est là où on a commencé à le découvrir en France par rapport aux petits as. Un prestigieux tournoi à Tarbes en France, souvent considéré comme le championnat du monde des 12-14 ans. En 1999, il y atteint la finale, où il affronte un certain Richard Gasquet, autre prodige du tennis. Nés tous deux en 1986, à seulement 15 jours d'écart, ils suivent chacun un parcours bien distinct. L'un est entraîné par son père, l'autre par son oncle. Ce jour-là, c'est le Français qui domine Rafa, mais pas sans difficulté. Pour l'Espagnol, ce n'est que partie remise, puisqu'il le remporte l'année suivante. Quand ils passeront tous les deux sur le circuit pro, Gasquet ne le battra plus, et ils n'évolueront finalement jamais sur la même planète. Classé 810e en janvier 2002, il finira l'année à la 200e place, et en 2003, tout va s'accélérer. En avril, il intègre le top 100, puis réalise ses premiers pas en Grand Chelem, à Wimbledon, puis à l'US Open. Nous sommes à Sopot en Pologne le 15 août 2004. À 18 ans, Nadal s'offre sa première finale sur le circuit ATP. L'enjeu est de taille, mais ce jour-là, rien ne semble pouvoir le perturber. Face à José Acasuso, Rafa joue son jeu et pousse très vite l'Argentin dans l'impasse. Son adversaire se rend compte, il n'a tout simplement pas les clés pour déborder Nadal et s'incline en toute logique, 6-3, 6-4. Le public polonais ne le sait pas encore, mais il vient d'assister au premier couronnement du futur roi de la terre battue. Un premier sacre qui confirme ce que tous les observateurs de l'époque avaient déjà compris, l'Espagnol est à son aise sur terre battue. Depuis son premier match sur le circuit principal jusqu'à cette première consécration, Nadal possède un bilan impressionnant de 23 victoires pour seulement 10 défaites. Des statistiques qui se détachent déjà nettement de ses résultats sur les autres surfaces. 20 ans plus tard, la domination est totale. 484 victoires pour 51 défaites sur sa surface fétiche. Mais Nadal, c'est aussi 92 titres dont 63 sur terre battue, et quand il arrive en finale, le résultat est souvent le même. Rafa a fait de la terre battue un royaume imprenable. Réussir à dompter l'Espagnol sur cette surface, relevé de l'exploit. Cette maîtrise, Nadal l'a façonné dès l'enfance.
C'est sur cette terre rouge, chez lui, sur l'île de Majorque, qu'il a frappé ses premières balles. De toute façon, on peut dire qu'à Manacor, il n'y avait que des terrains sur terre battue, mais il n'y avait pas beaucoup de terrains sur terre battue. Il y a juste un club de tennis à Manacor quand Nadal commence à jouer au tennis. Donc il a bien sûr grandi dans ce petit club de Manacor, qui existe toujours, mais qui est devenu quelque chose un petit peu, qui ressemble presque à un petit musée, parce qu'en fait, le tennis s'est ensuite déplacé vers l'académie qui a été fondée par la famille Nadal il y a presque une dizaine d'années maintenant. Mais à l'époque, en tout cas, il ne jouait que sur terre battue. Son premier vrai coup d'éclat sur cette surface intervient en 2003. Le jeune Rafael débarque à Monaco pour y disputer les qualifications du Masters de Monte-Carlo. À cette époque, et même s'il est encore très jeune, tous les plus grands joueurs du monde connaissent déjà son nom et son visage. Et on l'a vu arriver sur le circuit, commencer à avoir de grandes victoires en étant très jeune. Et puis après, on savait qu'il allait être très fort. Je me souviens avoir échangé à tournoi de Monte-Carlo avec Carlos Moya. Et il m'avait dit, tu vas voir Fabrice, il y a le petit jeune là qui arrive. Franchement, il est très très fort. On pense qu'il va gagner Roland Garros, peut-être une ou deux, trois fois, parce qu'il est monstrueux. Même si le circuit a conscience de son talent sur le court, le jeune Nadal n'est pas encore aussi à l'aise quand il s'en éloigne. Ça, il a fait Monaco. Il avait 16 ans et demi. Il gagne un match, il gagne un deuxième match. Et je rentre sur le court, il me voit arriver. Et puis il me fait « You know hablo inglés, you know hablo inglés ». Ok, d'accord. Je lui dis « Bon, je vais t'aider, on va le faire en espagnol. Il n'y a pas de problème. Maintenant, comme mon espagnol est peut-être pas aussi très performant, donc je vais te demander de parler lentement et tranquillement. On fait l'interview, une question, deux questions, il répond lentement. À la troisième question, il s'emballe, il était plus en confiance. C'est vrai que je comprends pas tout à ce moment-là, et donc bon, on fait le truc, il se fait applaudir, très bien, il ressort. Je vais le voir dans le vestiaire, tout de suite après, et je lui dis merci, c'était très bien. Il me dit non, mais je suis désolé. Je lui dis non, c'est pas un problème, on va le faire en espagnol. Et je pense, vu comment tu es actuellement et que tu es en train de progresser, je pense qu'on va en faire pas mal à l'avenir. Sûr de lui, Nadal s'extrait des qualifications, passe son premier tour et croise la route du numéro 7 mondial, Albert Costa. Il s'impose sans trembler. Sur terre battue, ni le statut ni le palmarès d'un joueur ne semblent l'effrayer. À Monaco, je l'avais vu vraiment performant, malgré son jeune âge. L'année de 2005, il gagne Monaco. D'ailleurs, la première fois où il a gagné 10 tournois, c'est pas à Roland, c'est à Monaco. En 2005, Nadal remporte à Monte-Carlo son plus grand titre en carrière. Le début d'une domination sans partage pour le jeune prince de la terre battue, qui ne lâchera plus sa couronne monégasque pendant 8 années. En tout, Nadal s'impose à 11 reprises sur le rocher, du jamais vu dans l'histoire du tournoi. Rafa est également le joueur le plus titré au Masters 1000 de Rome avec 10 victoires, 12 pour l'ATP 500 de Barcelone et 4 succès au Masters 1000 de Madrid depuis 2009, date à laquelle le tournoi a commencé à se jouer sur terre battue. Ce joueur n'a pas seulement dominé ses opposants sur terre battue, il les a surclassés grâce à une technique et un jeu façonné pour cette surface. Son jeu a énormément évolué, mais il a toujours eu un truc hyper rare, c'est cette lourdeur de sa balle dans le faux droit. Parce que souvent les joueurs, il y a un peu deux options quand tu frappes un coup, c'est soit tu mets beaucoup de vitesse, soit tu mets beaucoup d'effet. Et faire les deux à la fois, c'est hyper difficile. Et lui, Nadal, c'est un des rares joueurs qui a cette capacité à la fois imprimer une grosse vitesse et un gros effet. Il fait tout super bien, tactiquement il est rodé avec son coup droit, il joue lourd, il fait courir, on a l'impression que chaque fois on prend des balles qui sont hyper lourdes, qui sont au-dessus de l'épaule et à chaque fois il nous fait courir gauche, droite et on est de plus en plus loin des balles et c'est ça à chaque point. Donc on a l'impression que pour gagner un point sur terre battue, contre lui il faut faire le point parfait. L'Espagnol maîtrise principalement ses adversaires à l'aide de son coup droit. Si aujourd'hui son revers est devenu une arme, ça n'a pas toujours été le cas. En début de carrière, souvent il bombait un petit peu, il neutralisait. Après il a réussi à traverser la balle pour une raison simple, c'est que Rafael Nadal joue au tennis de la main gauche, mais il écrit de la main droite. Donc il a une main droite qui est très forte et qui lui permet de frapper fort en revers. Par exemple, le slice de revers, c'est un truc qu'il n'utilisait pas du tout en début de carrière. Et quand il a eu des difficultés face à Djokovic, c'est un coup qu'il a vachement bossé. Sa qualité de glisse, qui est un truc autant, c'est un joueur qui a énormément travaillé, mais ça, il l'a toujours eu, c'est un truc inné. Toutes ces qualités lui ont permis de devenir l'un des joueurs les plus dominants de l'ère moderne sur terre battue, et dans un tournoi en particulier, celui de Roland Garros.
L'extraordinaire histoire entre Rafa et Roland a en réalité mis du temps à démarrer. Privé du major parisien pendant 2 années à cause de blessures, il faut attendre 2005 pour le voir faire ses grands débuts. Mais donc oui, ce qui est déjà en fait son histoire à Roland-Garros, elle se construit de manière légendaire parce qu'il gagne dès son premier Roland-Garros en battant quand même Nadal. 6-3, 4-6, 6-4, 6-3. En finale, il fait face à Mariano Puerta, 37e mondial. Malgré la perte du premier set, il serre le jeu et vient emporter les 3 suivants pour inscrire définitivement son nom dans la légende. Il décroche à 19 ans son premier succès en Grand Chelem, 10 mois seulement après son premier titre sur le circuit ATP, une finale que son oncle Tony décrira comme la plus belle, mais aussi la plus difficile que Rafa ait disputée à Paris. Cette année 2005 est l'une des plus impressionnantes de la carrière de Nadal. Il remporte 11 titres, dont 8 sur terre battue, ainsi que 79 des 89 matchs qu'il dispute. En 2006, Nadal remporte une nouvelle fois Roland-Garros. Même chose en 2007 et en 2008, mais en 2009, tout ne va pas se passer comme prévu. Dans le costume de numéro 1 mondial, Nadal affronte en 8e de finale le Suédois Robin Söderling, 25e mondial. C'est un très bon joueur Söderling, mais à ce moment-là, il n'est pas top 5 sur terre battue. Quand Rafael Nadal est malmené par Robin Söderling en 8e de finale, alors que Robin Söderling est très loin d'être le joueur le plus sympathique du circuit, une énorme incompréhension de Nadal et de son clan vis-à-vis de la réaction du public, qui applaudit les fautes directes, qui applaudit les doubles fautes s'il y en a, et qui est pas agressif, mais en tout cas est hostile. Je me disais, c'est pas possible, il va s'en sortir, il va trouver un moyen. C'est vraiment juste au moment où il range sa raquette, où il quitte le stade, que je me dis putain, Nadal a perdu à Roland-Garros. Mais au-delà de problèmes physiques, un élément plus personnel aurait pu faire pencher la balance. Quelques mois avant Roland-Garros, Rafa apprend la séparation de ses parents après 30 ans d'union. C'est un véritable séisme qui secoue l'Espagnol. Sa famille a toujours été le pilier de sa vie et de sa carrière. Ce choc, aussi intime que profond, il l'a traversé dans le silence, sans que jamais il ne s'en serve comme excuse. Cette défaite de 2009 avait ouvert la porte à Federer, qui a gagné Roland-Garros en 2009. Et quand en 2010, Nadal revient, tout est pardonné. En fait, c'est bon, Federer a gagné Roland-Garros, on veut bien que tu te remettes à gagner. Et c'est à partir de 2010 que, d'année en année jusqu'à 2022, il devient non seulement le chouchou, le héros, et puis il devient quasiment français dans l'esprit des gens qui viennent le voir. En 2010, Nadal prend sa revanche sur Söderling, qu'il balaye en 3-7, avant de reprendre son irrésistible marche en avant. L'année suivante, en 2011, il égale Björn Borg en nombre de titres, avant de le dépasser en 2012 et de devenir seul au monde. Sur les dernières années, finalement, il a été beaucoup plus apprécié aussi, je pense, parce qu'il avait un visage plus humain, parce qu'il avait plus perdu, parce qu'il avait montré plus de fêlures. Quand en 2015-2016, il est au fond du trou, qui parle de blessures mentales, qui se fait écraser par Djokovic en quart en 2015, le public commence à l'apprécier davantage. Et quand il regagne en 2017 et 2018, il y a des ovations qu'il n'avait jamais eues. En 2018, je me souviens, enfin, il est quasiment en larmes après sa victoire contre Thiem. Les années passent et rien ne peut enrayer la machine Nadal. En 2022, Nadal empoche même un 14e titre à Roland-Garros, une victoire encore, et toujours le même discours de la part de ses adversaires. His numbers speak for themselves. He has never lost a final here, and it's the reason why. So, like I said in the speech, I'm just another one of the victims that he has destroyed on this court in the finals. Personne dans le monde, ni lui, ni ses entraîneurs, son oncle ou les fans, pouvaient s'imaginer qu'il remporterait 14 fois Roland-Garros. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, gagner 14 fois Roland-Garros, c'est comme là Fonseca qui est la nouvelle star, il a 18 ans, il faudrait qu'il gagne jusqu'à 32 ans, qu'il les gagne tous. Enfin, Nadal, je pense qu'il aurait joué une finale de Roland-Garros en étant à 60-70%, il gagnait quand même. Parce qu'il était trop au-dessus des autres. Gagner autant de fois Roland, j'ai du mal à y croire. Quand on est capable de le gagner 14 fois, c'est qu'on n'a même pas de concurrence en fait. Enfin, c'est complètement fou en fait. Il va laisser une empreinte éternelle dans le monde du tennis. Pour moi, celui-là, il est intouchable. On dit souvent que le plus difficile, ce n'est pas d'atteindre le sommet, mais d'y rester.
Car une fois en haut, on ne court plus après un adversaire, mais contre soi-même. Et c'est à cet instant précis que naissent les véritables champions. Si Rafael Nadal, comme tant d'autres, a pu forger sa légende, c'est aussi parce qu'il a croisé la route de rivaux capables de le pousser dans ses retranchements. Des adversaires qui l'ont contraint à se réinventer, à s'entraîner plus fort et plus dur. Dans les années 70 et 80, le tennis a connu une explosion médiatique majeure, portée notamment par l'émergence de rivalités spectaculaires capables de captiver le grand public. L'une d'entre elles est devenue mythique, John McEnroe contre Björn Borg, le feu contre la glace. Deux styles, deux tempéraments que tout oppose. The question, jerk! Aujourd'hui, cette opposition est souvent comparée à celle qui a marqué le 21e siècle, Roger Federer contre Rafael Nadal. Le Suisse et l'Espagnol, c'est deux cultures, deux mondes différents. C'est le droitier contre le gaucher, le danseur contre le torero. Ce sont des matchs avec une opposition de style qui est très importante et donc qui propose sans arrêt des séquences de jeu extraordinaires. Ce qui est assez fabuleux dans la rivalité entre Roger Federer et Rafael Nadal, c'est qu'il y a beaucoup d'opposés et beaucoup de ressemblances. Donc déjà, en fait, là, on a posé un casting parfait pour un film puisque on a deux héros antinomiques qui ont toujours nourri leur rivalité d'un respect profond, ce qui n'a pas toujours été le cas d'autres rivalités dans l'histoire du tennis. Au total, ils se sont affrontés 40 fois, dont 24 finales sur 14 années. Bilan, 24 victoires Nadal contre 16 pour Federer. Et en Grand Chelem, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2004, sous le ciel floridien, un jeune gaucher de 17 ans, sans peur et sans complexe, s'apprête à faire son entrée dans la cour des grands. Ce jour-là, de l'autre côté du filet, Roger Federer, 22 ans, fraîchement couronné à l'Open d'Australie, est déjà numéro 1 mondial, un phénomène. Lui aussi, quelques années plus tôt, avait brûlé les étapes. Début sur le circuit ATP à 16 ans, top 100 à 18, premier titre à Milan à 19, en 2001 à Wimbledon, il écarte Pete Sampras, quintuple tenant du titre, avant que 2 ans plus tard, il ne devienne lui aussi le maître du gazon londonien. Autant dire que ce jour-là, Nadal se dresse devant une montagne, mais il ne lui faudra pourtant qu'1 heure et 10 minutes pour la faire tomber. À l'image de ce qu'avait vécu Borg avec McEnroe, Federer voit en Nadal un rival qui va bouleverser son monde. Un jeu agressif, un mental d'acier et une détermination féroce. Un rival naturel dont le style semble taillé pour contrer le sien. Ils croiseront à nouveau le fer 1 an plus tard sur ce même court. L'Espagnol mènera 2-7-0 avant de s'incliner en 5-7. Le Suisse tenait sa revanche. Sur gazon, le Suisse n'y trouve pas d'égal et sur terre battue, Rafa les surclasse tous. Alors, pour départager ces deux rois au royaume soigneusement tracés, une idée folle voit le jour. Un match unique disputé sur un court mi-gazon, mi-terre battue. Le 2 mai 2007, à Palma de Mallorca, Federer et Nadal s'affrontent lors de la bataille des surfaces, une exhibition aussi symbolique qu'inédite, et c'est finalement Nadal qui aura le dernier mot. Une rencontre sans enjeu, qui va pourtant refléter l'enfer que l'Espagnol va lui faire subir sur terre battue durant toute sa carrière. Dès 2005, le Suisse est dans la course pour réaliser le grand chelem en carrière. Roger semblait lancé, Open d'Australie, Wimbledon, US Open, il ne lui manquait qu'un seul trophée, la Coupe des Mousquetaires de Roland Garros, leur tout premier point sur la terre parisienne, en dira beaucoup sur la suite. Jusqu'en 2008, le Balois échoue 4 fois, et toujours face au même mur, Rafael Nadal. En 2008, l'Espagnol se permet même de donner une leçon au Suisse et ne lui laisse que 4 petits jeux dans le match. Au total, les deux légendes se croiseront 6 fois à Roland-Garros, et jamais Federer ne trouvera la clé. Le meilleur match à Roland-Garros, c'est sans doute la finale de 2011. Et il joue son va-tout contre Nadal, il perd en 4-7, mais c'est, je pense, le match où il passe le plus près finalement, ou en tout cas où il inquiète Nadal le plus, malgré, encore une fois, le fait que Nadal, à chaque fois qu'il affrontait Federer, savait qu'il allait jouer avec son coup droit croisé haut sur le revers de Federer et que ça allait être un énorme problème sur terre battue. Un triomphe sans précédent sur la terre parisienne qui va donner des idées à l'Espagnol. Si le Suisse est encore le roi du gazon, sa suprématie va être de plus en plus contestée. Si en 2006, Federer semblait encore avoir une certaine marge en finale, cette avance s'est nettement réduite l'année suivante. En 2007, Nadal le pousse même dans un 5e set, le coup près n'est pas passé loin.
Une défaite au goût amer pour le Mallorquin. Il savait que ce revers n'était pas dû à une faille technique, ni à un problème physique, mais à une faiblesse mentale. Une faiblesse qu'il ne pouvait supporter. Raphaël pense qu'une telle chance ne se représentera jamais. Et pourtant, 12 mois plus tard, il est de retour en finale de Wimbledon. Et cette fois, il est hors de question de flancher. Ce jour-là, à ses yeux, les chances étaient maintenant équilibrées. Mais sur le papier, c'était loin d'être le cas. Pour leur 18e affrontement, Nadal se tient face à un mur. L'homme, aux 5 titres consécutifs à Wimbledon, 65 victoires d'affilée sur gazon, dont 40 sur le Center Court londonien. Entre 2003 et 2007, Roger a écrasé la concurrence, ne concédant que 8-7 en 40 matchs disputés dans le temple du tennis. Mais depuis l'enfance, Tony ne cessait de lui répéter que le tournoi suprême, ce n'était pas Roland-Garros, mais Wimbledon. Et si c'était maintenant ? Dans l'obscurité naissante, Nadal bouscule l'ordre établi après 4h48 de combat. À Wimbledon, entre Roger, la tombée de la nuit, ce sont des images qui sont gravées chez beaucoup de fans du tennis, et dont moi. En termes de symbole et de ce que ça représente et de ce que ça a entraîné derrière, oui, je pense que c'est le match du siècle. Jusque-là, en gros, Nadal, c'était le terrien ultime, mais le reste appartenait à Federer. Que Nadal batte Federer dans son jardin à Wimbledon où il était injouable. Ça a marqué un tournant déjà parce qu'un mois après, Nadal devient numéro 1 mondial. Là, à ce moment-là, on s'est dit, ok, en fait, Nadal, ça va pas être juste le dauphin de Federer, ça va être le nouveau monstre du circuit. Il y avait un côté un peu passage de témoin. Ce qui était une conséquence aussi de la raclée que Nadal avait infligée à Federer quelques semaines plus tôt en finale de Roland-Garros, ce qui était incroyable, avec 4 jeux perdus seulement. Psychologiquement, ça l'avait sans doute aidé à croire plus en ses chances sur le gazon de Wimbledon, où leur finale en 5-7 est un des matchs. C'est forcément dans les 5 matchs les plus importants de l'histoire du tennis, puisque ça a fait basculer Nadal vers la place de numéro 1 mondial, vers le fait qu'il allait gagner partout, et que ce n'était pas que un terrien. Donc ça, c'était important, et c'était important que ça se passe contre Federer. De cette finale, Federer en ressortira meurtri et parlera de cette défaite comme la plus difficile de toute sa carrière. Nadal, presque gêné d'avoir fait tomber le roi, cherche à s'excuser. I have a lot of chances for a win before the match, but just congratulate Roger because he always fight unbelievable. His attitude always is excellent when he win, when he lose. So just thank you very much, Roger. His attitude is very good for the tennis. Un statut qu'il assume très vite dès l'Open d'Australie 2009. Cette année-là, Roger Federer continue de chasser les records. Il est alors à une victoire d'égaler les 14 titres du Grand Chelem détenus par l'Américain Pete Sampras. Mais face à lui, le nouveau numéro 1 mondial n'a aucune intention de lui faciliter la tâche. Se lance alors un bras de fer de fond de cours qui va durer plus de 4 heures entre les deux joueurs. Il faudra même un 5e set pour les départager. Mais Nadal est le plus fort. Un succès qui lui permet de devenir le premier Espagnol à remporter l'Open d'Australie. Pour le Suisse, c'est sa 5e défaite consécutive face à Nadal et sa 3e en finale d'un Grand Chelem. Il avait peut-être réussi à retenir ses larmes en 2008, mais à cet instant, ce nouveau revers pèse lourd. Maybe I'll try later again. I don't know. God, it's killing me. Well, good evening, everybody. Well, first of all, Rog, sorry for today. I know. Yeah, I really know how you feel right now is really tough. But you remember, you are a great champion. You are one of the best of the history. You're gonna improve the 14 of Sampras for sure. Même s'ils s'en mettent plein la figure pendant des heures, il y a un respect et même une admiration l'un pour l'autre qui est assez rare dans le sport de haut niveau. Je ne suis pas sûr qu'il y ait la même admiration entre les 2 meilleurs joueurs de foot au monde ou les 2 meilleurs pilotes de Formule 1. Et on pourrait très bien les retrouver sur un bateau dans les prochaines années. Pour revoir un tel spectacle, il faudra attendre 2017 au même endroit dans la Rod Laver Arena, une revanche 8 ans après, et des statuts bien différents. La finale de l'Open d'Australie 2017, elle est prodigieuse pour plein de raisons, parce que tous les deux, ils étaient absents l'année d'avant, ils avaient eu des problèmes physiques. D'ailleurs, ils s'étaient retrouvés quelques mois avant à l'inauguration de l'Académie Nadal en costume. Ils n'étaient pas encore du tout revenus sur le terrain. Personne n'imaginait que Federer allait revenir avec un tel niveau de jeu en 2017. Et sur cette finale, ils se retrouvent quand même breakés au 5e contre Rafael Nadal. Donc, quand on reprend toute leur histoire, normalement, au 5e, c'est plutôt Nadal qui va aller chercher physiquement la gagne. Et là, la fin de match est prodigieuse.
Ce fut leur dernier affrontement en finale de Grand Chelem. Une défaite pour l'Espagnol, mais surtout une dernière apothéose pour cette rivalité légendaire. Une page se tourne et une autre est déjà en train de s'écrire. Dès 2005, dans l'ombre de leur duel, Nadal gardait déjà un œil attentif sur un jeune joueur en progression qui sait déjà tout faire. Il se positionne parfaitement bien et prend la balle très tôt, aussi solide en revers qu'en coup droit, et possède une lecture de balle exceptionnelle. Djokovic, il arrive comment dans la vie de Nadal? Il arrive par l'intermédiaire de Tony, qui se retrouve à regarder un match d'un jeune Serbe qu'il ne connaît pas du tout à Wimbledon, en train de jouer contre Juan Monaco, qui est un très bon copain de Rafael Nadal. Alors bien sûr, le coup droit n'est pas terrible techniquement, mais il y a quelque chose qui se passe sur ce court. Et Tony, il est marqué par le fait que ce jeune gamin n'a pas l'air d'être pris de vitesse par un Juan Monaco qui est installé dans les 50 meilleurs mondiaux. Il revient et il dit on va avoir un problème. Mais cette rivalité est la plus prolifique de l'Air Open. À eux deux, ils cumulent 46 titres du Grand Chelem et se sont affrontés à 60 reprises depuis 2006. 31 victoires pour Djokovic contre 29 pour Nadal, mais en Grand Chelem, c'est Rafa qui domine avec 11 succès en 18 rencontres. Si Nadal avait toutes les armes pour neutraliser Federer sur terre battue, l'affrontement avec Djokovic allait s'avérer bien plus complexe. Le Serbe devenait de plus en plus menaçant, notamment en 2009, où il pousse Nadal dans ses retranchements lors de 3 confrontations marquantes, en finale à Monte-Carlo, puis à Rome, et surtout lors d'une demi-finale épique à Madrid. Dans leur histoire commune, il y a un match qui a été très important, c'est la demi-finale de Madrid en 2009, qui est un match prodigieux, vraiment avec un niveau de jeu incroyable. Il faut aller voir les highlights parce qu'il y a des échanges qui vont très très vite, qui durent très longtemps, il y a des lobes, il y a des retournements de situation incroyables. Ce match dure 4 heures. Il est très important pour 2 raisons, parce que je pense que là, Djokovic prend conscience que même sur terre battue, face à Nadal, il va pouvoir faire des choses. Il est très important aussi parce qu'on s'est toujours posé la question de l'impact physique qu'a eu ce match sur Rafael Nadal. L'Espagnol se bat et s'accroche. Au tie-break du 3e set, il sauve 3 balles de match avec autorité avant de voir le public exploser. Ce match restera comme un tournant. Pas pour son issue, mais pour tout ce qu'il annonçait. Car un an plus tard, sur les terres de l'oncle Sam, les 2 hommes se retrouvent. Cette fois, en finale d'un tournoi du Grand Chelem, la première entre les 2 hommes. Dans sa demi-finale, Novak Djokovic venait de livrer une bataille pour se défaire de Roger Federer en 5-7. Un choc pour le Suisse, lui qui venait d'enchaîner 6 finales consécutives, dont 5 titres. De son côté, Rafa n'avait pas concédé le moindre set jusqu'en finale et il n'avait perdu son service que 2 fois en 91 jeux, et ce n'était pas dû au hasard. Dès le début du tournoi, il décide d'ajuster légèrement sa prise de raquette. L'objectif, réduire l'effet du slice et frapper la balle plus à plat pour gagner en puissance. Résultat, un service bien plus lourd, flirtant avec les 200 km/h. Cette nouvelle arme lui permet de gagner beaucoup de points gratuits et surtout d'économiser de l'énergie. Nadal arrive donc en finale physiquement frais et ça se voit. Ce jour-là, Rafa entre dans l'histoire. Il devient le 7e joueur à remporter les 4 tournois du Grand Chelem et le plus jeune à réussir cet exploit dans l'Air Open à seulement 24 ans. Avant cette année 2011, Djokovic talonne toujours les 2 géants actuels du circuit à la 3e place. Mais c'était sans compter sur une saison suivante tout simplement exceptionnelle. Cette année-là, personne ne lui résiste. Le Serbe enchaîne les victoires et bat Nadal en 4 finales consécutives de Masters 1000, dont une sur la terre battue de Madrid en guise de revanche. Puis il s'offre l'Espagnol en finale de Wimbledon et comme si cela ne suffisait pas, il l'écœure à nouveau en finale de l'US Open. À la fin de la saison, il détrône même Nadal et devient numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière. Une rivalité est née et avec elle, une nouvelle histoire à construire. Il y a la finale de l'Australian 2012, plus de 5 heures, les 2 ils finissent. La cérémonie, ils sont obligés de s'asseoir parce qu'ils sont crampés. Alors ça n'a pas forcément été un match d'un très haut niveau tout le long.
égale, mais ce qui est impossible sur un match aussi long. Ça a vraiment marqué un tournant, c'est-à-dire que c'était la première fois que Djokovic prenait le dessus physiquement sur Nadal. À la fin du match, il est plus fort physiquement que Nadal, alors que jusque-là, Djokovic c'était quelqu'un qui crampait, qui pouvait abandonner. C'est devenu le monstre qu'on a connu derrière. Quand Rafa connaît une baisse de régime, il peut toujours compter sur son jardin parisien pour retrouver des couleurs, du moins jusqu'en 2015. 6 ans après avoir cédé contre Söderling, la terre tremble une deuxième fois. C'est le joueur qui a fait le plus peur à Rafael Nadal sur terre battue parce que c'est le joueur qui était le plus capable de réduire en fait le champ d'action de Nadal, de le réduire avec ses prises de balle tôt, avec ses frappes à plat, son revers qui était extraordinaire sur terre battue contre Nadal. Et cette croyance qu'il a eue assez rapidement en lui, notamment donc au tournant des années 2009-2010, qu'il avait aussi la capacité à aller le chercher sur son terrain. Et c'est de toute évidence, en tout temps, le seul joueur face auquel Nadal devait, au plus profond de lui-même, se sentir en danger sur terre. Le nonuple vainqueur du tournoi, quintuple tenant du titre, est éliminé sèchement en quart de finale de la compétition. Pour Nadal, c'est seulement sa deuxième défaite à Paris, mais probablement la plus douloureuse. Mais entre ces deux légendes, l'histoire ne s'arrête jamais vraiment. Après ce coup de tonnerre en 2015, leur route à Roland-Garros se croise à nouveau plusieurs années plus tard, dans un tout autre contexte. Après ce dernier point qui conclut un troisième set d'1h32, Djokovic prend les devants dans le match. Il est environ 23h et couvre-feu oblige, les 5000 spectateurs restants doivent quitter les lieux. Finir un tel spectacle à huis clos aurait été une infamie. Alors, cette night session va prendre un autre tournant. Une soirée spéciale et une dramaturgie à son paroxysme. Finalement, le roi tombe pour la 3e fois à Roland, dans ce qui restera comme l'un des plus grands matchs de l'histoire du tournoi. Au final, il a réussi plein de fois à reprendre le dessus sur Djokovic, dont on a cru justement lors de nombreux matchs qu'il avait la clé pour battre Nadal. Et finalement, Nadal a quand même réussi, et encore réussi, à trouver des moyens de le battre, notamment une fois à Roland-Garros, un match fabuleux en 5-7 en demi-finale, où le fameux Djokos match, où Djokovic touche le filet sur un point qui était essentiel au 5e set et il finit par perdre ce match. Une autre finale de Roland-Garros qui était bien embarquée, qui est interrompue par la pluie. Donc l'un dans l'autre, Nadal a finalement trouvé beaucoup de solutions pour, à mon avis, limiter la casse, parce que Djokovic avait quand même les solutions contre lui. D'ailleurs, il finit devant au face-à-face si on fait le total à 31-29. Ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, c'est le match masculin le plus disputé dans les grandes occasions, plus qu'un Borg-McEnroe ou plus qu'un Nadal-Federer. Mais je pense qu'on a du mal à considérer que c'est ça la plus grande rivalité, parce que c'est pas que leurs jeux se ressemblent, mais il y a moins d'extrêmes qu'entre Borg et McEnroe et qu'entre Federer et Nadal. Et pourtant, on verra ce que deviendra peut-être Sinner-Alcaraz dans 15 ans. Est-ce qu'on le regardera de la même façon que Nadal Djokovic? Peut-être. Il y a un côté aussi, il y a des choses qui se ressemblent entre chaque joueur. Sur le plan de l'intensité d'une rivalité sur autant d'années et à aussi haut niveau, on n'a pas fait mieux dans le tennis masculin. Mais tout cela aurait pu ne jamais exister. Ces chefs-d'œuvre, ces records, auraient pu s'effacer avant même d'être écrits. Qui aurait pu croire que ce monstre physique qui alimente les peurs de ses adversaires sur le court allait lui aussi craindre le pire? Et tout cela très tôt. Dès 2004, alors qu'il est en pleine ascension, une fracture de fatigue dans un os du pied gauche vient tout stopper. Conséquence, pas de Roland-Garros, ni de Wimbledon. En 2005, il réussit sa première saison pleine sur le circuit principal. Et quand son corps le laisse tranquille, il fait très mal. 2006 s'annonçait alors comme une année spectaculaire. Mais après le Masters de Madrid, disputé en octobre dernier, il rencontre à nouveau un problème au petit os du pied gauche, mais cette fois-ci, l'alerte semble bien plus grave. C'est lors d'un match éprouvant contre le Croate Ljubicic que Nadal ressent les premières alertes. Rien d'alarmant à ses yeux, pourtant, le jour d'après, son pied a enflé, il ne peut plus poser le poids de son corps dessus. Il rentre alors précipitamment consulter son médecin de toujours, le docteur Andrel Kotoro. Le diagnostic se veut rassurant, juste une affaire de jours avant que l'os concerné ne se remette. Nadal s'envole alors pour Shanghai, mais à l'entraînement, la douleur ressurgit brutalement, il doit déclarer forfait. Après plusieurs consultations de spécialistes, un expert à Madrid va réussir à mettre le doigt sur ce qui va devenir à la fois son meilleur allié et son pire ennemi durant toute sa carrière, le syndrome de Müller-Weiss. C'est en fait une destruction de l'os qui se situe là, au sommet de l'arche plantaire. On parle d'ostéonécrose, c'est-à-dire que les vaisseaux qui mènent à cet os capital se ferment
l'oxygène et les nutriments n'arrivent plus dans l'os, il se détruit. Donc du coup, la voûte plantaire a tendance à s'écraser, entraînant toute une instabilité des appuis. Ce petit os, le scaphoïde tarsien, est situé sur la face interne du pied. Si cet os ne s'est pas assez solidifié comme il se doit durant l'enfance, des séquelles douloureuses peuvent se manifester à l'âge adulte. D'autant plus s'il est soumis à un stress répétitif, comme cela se produit chez un joueur de tennis professionnel. C'est encore plus dangereux quand durant cette jeunesse, vous soumettez cet os à un stress trop intense, alors qu'il n'est pas encore pleinement formé. C'est exactement ce qui lui était arrivé l'année précédente, bien qu'il s'en soit remis. Son manque de vigilance a aggravé la situation. Alors ça, on ne l'apprend pas tout de suite, mais quand ce diagnostic est fait par les médecins, lui, il tombe de 36 étages, il est en larmes. Dans sa tête et dans celle de son entourage, c'est potentiellement sa carrière est terminée. Ce diagnostic marque une rupture. Nadal s'effondre mentalement. Mettre fin à sa carrière si tôt et voir ses rêves s'envoler, il ne pouvait pas se l'imaginer. Maria Francesca, sa compagne depuis peu, le voit sombrer. Il est distant et irritable. Heureusement, ses parents sont restés présents et son oncle a joué un rôle décisif, refusant de le laisser sombrer. Tony l'emmenait frapper quelques balles. Ce rituel n'avait rien de physique, c'était avant tout mental, maintenir le lien avec ce qu'il aimait le plus, le tennis. Petit à petit, avec du repos et du temps, la douleur s'est atténuée et son désespoir avec. Avec son entourage, ils vont bosser notamment sur des nouvelles semelles qui vont lui permettre de rejouer sans trop de douleur. Puis ils vont aussi très vite faire évoluer son jeu à ce moment-là pour soulager son pied. Grâce à cette semelle, la pression sur le petit os blessé était transférée sur d'autres zones du pied. Des années plus tard, ce petit os a continué de hanter ses séances, pouvant être écourtées à cause de lui. Évidemment, il vit avec depuis. Il y a eu des longues périodes où il a pu jouer sans douleur particulière et être tranquille, et puis ça revenait, et puis ça repartait. Et donc en fait, il a jonglé avec ça pendant toute sa carrière. Mais ce qui est fou, c'est qu'entre le moment où il l'apprend à 19 ans et où on lui dit que potentiellement jouer à haut niveau au tennis, c'est pas possible, et les 20 années qu'on suivi, il a gagné, il avait qu'un grand chelem à ce moment-là, donc il en a gagné 21 autres derrière. Au cours de sa carrière, Rafa a dû faire face à de multiples pépins physiques qui ont parfois dû le contraindre à renoncer à certains tournois majeurs. Soit en déclarant forfait avant le début du tournoi, soit en pleine épreuve. La liste est impressionnante. Au fil de ses 20 ans de carrière, presque aucune partie de son corps n'a été épargnée. En janvier 2014, il atteint la finale de l'Open d'Australie. Il veut devenir alors le deuxième joueur à remporter au moins 2 fois chacun des 4 grands chelems. Un exploit considérable, même Federer n'y est pas parvenu. Pour cela, il doit battre l'invité surprise, le Suisse Stan Wawrinka, joueur qu'il a toujours battu en 12 confrontations. Au 3e jeu du 2e set, la machine s'enraye. En pleine frappe, Nadal se bloque soudainement le dos. Il quitte brièvement le court pour une intervention médicale, mais de retour sur le terrain, il évolue au ralenti. Doing a serve in a bad movement, I felt that it's very stiff, no, very bad. But that's not the real moment to talk about that. The last thing that I wanted to do was retirement. No, I hate to do that, and especially in a final. That's what I did. Tried everything until the last moment, but it was impossible to win this way, and the opponent is too good. I go home with the calm that I did as much as I can. L'année 2015 est quant à elle la plus étrange de sa carrière. Pour la première fois depuis 2004, il ne remporte aucun grand chelem, ne dépasse pas les quarts de finale dans les tournois majeurs. Pire encore, à Roland-Garros, il subit une véritable humiliation. Son jeu perd de sa vivacité, ses coups manquent de précision et sa confiance s'effrite. Puis arrive 2016 et avec elle, une nouvelle blessure au poignet gauche cette fois. Obligé d'abandonner à Roland-Garros au 3e tour, alors qu'il semblait enfin retrouver des sensations, c'est un coup de massue. Well, just hello, and I'm here just to announce that I have to retire from the tournament because I have a problem in my wrist. We spent a lot of hours here working so hard to try to play, and yesterday I played with an injection on the wrist with anesthetic, and today in the morning I feel that I could not move much the
the wrist. Alors le premier à évoquer la santé de Rafael Nadal était André Agassi. André avait dit Rafael Nadal est en train de signer des chèques sur sa santé qu'il ne sera pas sûr d'honorer. Et à l'époque, il avait 20 à 21 ans. Et finalement, il met un terme à sa carrière à 38. Ça veut dire qu'encore une fois, sur ce point-là également, il est hors norme. C'est un joueur que j'ai vu en compétition avec les pieds, les mains, dans un état où le commun des mortels ne peut pas attraper son téléphone, ne peut pas attraper une fourchette pour manger, ou ne peut pas marcher pour aller jusqu'à sa télévision. Mais Rafa a une résistance à la douleur qui est assez inhumaine. Et c'est pour ça que j'ai souvent utilisé cette formule de dire, ben voilà, quand il commence à grimacer, pour bon nombre de joueurs, ça serait pronostic vital engagé. Nombreux sont ceux qui prédisaient qu'avec un tel style de jeu, Rafael Nadal ne dépasserait pas les 30 ans sur le circuit. Et pourtant, doué d'une force mentale hors du commun et d'une résilience à toute épreuve, Rafa a continué de se battre contre vents et marées. Cette résilience, Nadal en est au fil du temps devenu l'étendard du circuit ATP, le joueur contre qui rien n'est jamais fini. Il est le guerrier qui, malgré les blessures et malgré l'adversité, ne va jamais lâcher. Il n'a jamais lâché un point. C'est rare. Un point gratuit de Nadal, c'est assez rare. Il va aller jusqu'au bout, il va respecter quel que soit l'adversaire, il va vraiment tout donner. Si on veut battre Nadal, il faut souvent faire le coup en plus. C'était 10, 20 rallyes, donc les gars, ils terminaient, ils étaient carbonisés parce qu'ils ramenaient toujours la balle qui faisait la différence. Et là-dessus, il a toujours respecté les autres. Il n'a jamais pris quelqu'un par-dessus la jambe, il n'a jamais été hautain avec les autres. C'est un taureau, c'est le cas de le dire, sur le court. La résistance de Nadal a été mise à l'épreuve très tôt dans sa carrière. En 2009, Nadal s'apprête à vivre une année compliquée. Pourtant, tout avait très bien commencé. En début de saison, son objectif est clair, remporter son premier titre à Melbourne. En demi-finale, il retrouve son compatriote et ami, Fernando Verdasco. Nadal résiste et c'est un combat incroyable. Les deux Espagnols se rendent coup pour coup, sans céder le moindre centimètre, jusqu'à un 5e set d'une intensité exceptionnelle. Mais à 1h du matin, après 5h14 de combat acharné, c'est Verdasco qui craque. Il gagne derrière contre Federer à la finale aussi. C'était incroyable en fait. C'était un combat d'une intensité et on parle de résilience, mais c'est surtout c'est résister tant qu'on peut, résister jusqu'au bout. Jusqu'au crépuscule de sa carrière, Nadal va continuer de s'accrocher, même quand son corps commence à le lâcher. Une énergie presque mystique. Cette force, il ne l'a pas trouvée par hasard. Elle lui a été inculquée dès l'enfance, martelée au quotidien, par celui qui a été bien plus qu'un entraîneur, son oncle Tony. Lui a compris très tôt que pour qu'il puisse réussir, Rafael devait s'endurcir. Il fallait lui apprendre à dominer ses faiblesses, à accepter la douleur, à forger son endurance mentale. Alors, il n'était pas rare de voir le petit Rafael rentrer de l'entraînement en larmes sous les yeux de sa mère. Mais lui préférait se taire et encaisser. Ce genre de situation ne passait pas inaperçu. Et la méthode Tony commençait à diviser au sein de la famille Nadal. Mais si Tony se permettait d'être aussi dur avec lui, c'est parce qu'il était convaincu qu'il pouvait y arriver. Il avait vu en Rafael cette capacité à surmonter la peur. J'ai sido un entrenador que me preocupé casi más de la formación del carácter de Rafael, formarle un carácter fuerte, que en sí de formarle bien técnicamente. Yo le decía, bueno, hoy vamos a entrenar 1 hora y media y después alargaba el entrenamiento indefinidamente, porque a mí me interesaba que él aprendiera a aguantarse, me interesaba que él aprendiera a fortalecer sobre todo su carácter. Il y avait des moments très durs dans sa façon de s'occuper de lui. S'il avait oublié sa bouteille d'eau, il ne buvait pas pendant toute la séance, quitte à se sentir pas bien, déshydraté. Il fallait qu'il apprenne à venir avec sa bouteille d'eau. Donc il y avait cette façon, encore une fois, de le laisser faire ses propres erreurs, quitte à ce que ça lui cause une défaite ou en tout cas un problème, mais en se disant, comme ça on intègre les choses au fur et à mesure. Yo he sido un entrenador exigente porque sentía una gran estimación por mi sobrino. Yo nunca hubiera sido exigente con alguien que no pudiera soportar la dureza o que no pudiera soportar tal exigencia. Tony a conscience d'une chose. Pour que Rafael suive son destin, l'exigence et le mental sont 2 éléments fondamentaux. Un seul membre de la famille Nadal partage sa vision. Miguel Andrel, l'oncle footballeur passé par le FC Barcelone.
lui conscient du coût, des sacrifices et de l'exigence que demande le sport professionnel. La grande force de la famille Nadal et de ce qui a beaucoup aidé sans doute Rafael Nadal dans sa croissance et dans son apprentissage des exigences pour aller au plus haut niveau, c'est d'avoir connu ça déjà avec un membre de la famille qui savait ce que ça représentait, même si le football et le tennis sont bien sûr très différents dans leur ossature, mais entre parenthèses beaucoup de choses pendant des années, et que ça l'a aidé, et sans doute qu'ils ont énormément discuté au départ, ça l'a aidé à mettre en place toute cette façon de faire qui a amené son neveu là où on sait. Pourtant, Rafael n'a jamais vu son enfance comme une souffrance. Il évoque une enfance paisible au sein d'une famille unie, et c'est peut-être cette stabilité qui lui a permis d'encaisser les exigences de Tony, comme lors de cette saison 2022. Après 7 mois d'absence, Nadal est enfin de retour sur les courts. Pour sa reprise, Nadal décide de s'inscrire à l'ATP 250 de Melbourne dès le 4 janvier. L'Espagnol s'impose sans trop de problèmes face à Maxime Cressy en finale. Un titre qui n'efface pas encore toutes les incertitudes. En fait, quand il commence la saison 2022, il y a un gros point d'interrogation parce qu'il n'a pas joué les 6 derniers mois de la saison 2021, donc on ne sait pas dans quel état physique et mental il est. Et puis il a 35 ans, ce qui maintenant paraît presque jeune, mais ce qui encore à ce moment-là, 35 ans de Nadal avec tout ce qu'il avait vécu, est-ce qu'on va le revoir à son meilleur niveau? Vraiment, il y avait... Peu de gens étaient capables de dire qu'il gagnerait encore un grand chelem, même à Roland-Garros à ce moment-là. Quand il débarque en Australie, il a un niveau de jeu qui est très nettement insuffisant. D'ailleurs, Tony Nadal, qui n'est pas présent en Australie à ce moment-là et qui voit les matchs à la télévision, un soir à table, il dit à ses fils qui lui posent des questions, il leur dit non mais Rafa, il va pas aller très très loin dans ce tournoi, il joue vraiment pas bien, là. Il s'en est sorti sur les 2 premiers matchs, mais il ira pas loin. Cette fois, direction l'attraction numéro 1 de Melbourne, où Nadal y figure en tant que tête de série numéro 6. Un 5-7 contre Shapovalov où il prend le dessus physiquement contre un mec qui a 10 ou 15 ans de moins que lui, complètement fou. Derrière, il détruit Berrettini. Et puis finale, tout le monde se souvient, absolument légendaire. Face aux Russes, Nadal ne semble plus très loin de craquer définitivement dans le 3e set. Mené 3-2 et 0-40 sur son service, Medvedev file droit vers un 2e titre du Grand Chelem, sauf qu'en face, le taureau de Manacor se transcende et revient à 3-3 avant d'empocher le 3e set. Il enclenche alors une remontée aussi inattendue qu'exceptionnelle qui verra finalement l'Espagnol couronné après une bataille dantesque de 5h24. L'Open d'Australie 2022, je pense que c'est peut-être la victoire en Grand Chelem à laquelle il s'attendait le moins de toute sa carrière, parce qu'il revient de très loin en termes de niveau de jeu et aussi en termes de score dans la finale. Et puis c'est pas tout, derrière on peut se dire bon jusqu'à Roland il va un peu se reposer, bah non, il s'envoie à Acapulco, voilà, un petit ATP 500. Derrière il va jusqu'en finale à Indian Wells, où enfin il est rattrapé par son corps, je crois qu'il gagne 20 matchs de suite. Déjà ce qui est fou c'est qu'il fait la finale alors qu'en fait il a une blessure qui normalement empêcherait n'importe qui de jouer au tennis, mais bon lui il joue quand même. Mais là ça marque un vrai coup d'arrêt à ce moment-là, et je pense certainement qu'il a trop joué dans cette période, parce que derrière il va avoir plusieurs mois sans jouer, et les blessures vont à nouveau, son corps va à nouveau le rattraper. Jusqu'à ce Roland-Garros complètement dingue à nouveau, où il écrase tout le monde. Il se qualifie pour les 8e de finale, l'Espagnol Rafael Nadal. C'est le match Nadal. C'est le match Nadal. Greatest player in this great tournament. Roland-Garros, il le fait avec le pied endormi, et ce qui, je pense, était très dangereux, au-delà du fait qu'il ait gagné, parce que c'est-à-dire que sur les courses, les appuis, les glissades, il sentait pas son pied. Et qu'après les matchs et les jours de repos, c'était une torture tellement il avait mal. Même lui, il a dit qu'il ne l'aurait pas fait pour un autre tournoi, et il ne l'a plus fait derrière. Parce qu'il avait dit, lui, je ferai plus ça, je ferai plus les anesthésies du pied comme ça. Comme il disait, il jouait avec un pied endormi. C'est quoi les risques d'un traitement comme ça à répétition? C'est la destruction impunément. C'est-à-dire qu'on ne sent pas qu'on abîme son pied. Et de toute façon, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Parce que comme tu l'as compris, en fait, après la lésion, elle s'étend, puisqu'il y a un mauvais fonctionnement du pied. Quand on a une souffrance au sommet de l'arche plantaire, dans la vie quotidienne, on a mal. Voilà. D'autant que si Nadal, à enclencher une arthrose globale du pied, ça va être un peu compliqué pour la vie entière. Donc déjà, il sera content de garder la forme à vélo, sur elliptique, mais le tennis, ce sera plus un plaisir, et j'espère qu'il pourra en effet se balader avec ses enfants et voire trottiner avec ses petits-enfants, mais j'en suis pas convaincu.
2 jours après son succès Porto d'Auteuil, le temps n'était déjà plus à la fête. Après les injections reçues durant toute la quinzaine pour apaiser son pied gauche, il fallait trouver autre chose. Rafa a alors bénéficié d'un nouveau traitement par radiofréquence visant à atténuer la douleur. Mais derrière, il se retrouve à nouveau en demi-finale de Wimbledon. Il déclare forfait avant sa demi-finale contre Nick Kyrgios. Et en fait, on n'a plus jamais revu le vrai Rafael Nadal à partir de ce moment-là. Yeah, well, good evening, everyone. Well, unfortunately, as you can imagine, if I am here because I have to pull out from the tournament, no? As everybody saw yesterday, I have been suffering with the pain in the abdominal. I know something was not okay there, as yesterday I said. And that's confirmed. I have a tear in the muscle, in the abdominal. So not be competitive enough to play at this at the level that I need to play to achieve my goal, and with a big chance to make the things much worse. No? Une déchirure abdominale de 7 mm. À l'US Open, Nadal veut se donner l'opportunité de briller à nouveau avant la fin de saison. When you come back from a period of time of injury, the first match is so important because you go through that first match, then the feelings starts to be better again. Things are not perfect when you are not competing very often, when you come back from injury, so you need to be humble enough to go through this process and accept that you need to fight. S'il parvient à se hisser jusqu'en 8e de finale, non sans difficulté, il ne dégage pas la même sérénité qu'au printemps. En face de lui, l'Américain Frances Tiafoe, 26e à l'ATP. Sur le court central, l'Américain livre le match de sa vie. Il joue vite, fort, sans retenue. L'Espagnol s'accroche comme il l'a toujours fait. Mais poussé par le public du Arthur Ashe, Tiafoe va réussir ce que personne n'avait fait jusqu'à présent en 2022, battre Nadal dans un tournoi du Grand Chelem. Une défaite surprise, inattendue, qui marque sa première élimination en 8e de finale de l'US Open depuis 2016. We can complain now about a lot of things, but I don't think that's going to change any situation. No, we can think if I don't get injured, or if maybe I won Wimbledon, maybe I won another things on the past. I need to go back. I need to fix things, life, and then I don't know when I gonna come back. Quelques jours après la fin du majeur américain, Federer annonce à 41 ans mettre un terme à sa carrière à l'issue de la 5e édition de la Lever Cup à Londres. Pour l'occasion, il demande alors à ses 3 plus grands rivaux de venir. Djokovic accepte, Murray aussi, Nadal hésite. Il veut rester auprès de sa femme qui va bientôt accoucher. Rafa accepte, mais à une seule condition, de disputer uniquement le double le premier jour avec Roger. Il s'incline, mais le résultat n'est qu'anecdotique. L'émotion de cette soirée restera pour toujours dans les mémoires. C'est la première mort de Rafa. On a tous vu les images lors de la Lever Cup, les larmes des deux, et c'était pas des larmes de crocodile, hein. Ils étaient vraiment touchés émotionnellement. Regardez ce qu'a fait Rafael Nadal après le départ de Roger. Pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Donc il a perdu son meilleur ennemi, sa raison de faire autant d'efforts et son envie peut-être. Beaucoup de choses se sont envolées ce jour-là. Après une année 2022 marquée par des exploits malgré les blessures, Rafael Nadal revient en Australie début 2023 dans l'espoir de défendre son titre. Mais dès le 2e tour face à l'Américain McDonald, l'Espagnol s'arrête brutalement après une course. Il serre les dents, finit le match debout comme à son habitude, mais son tournoi est terminé. Ce tunnel, c'est bien la dernière fois qu'il l'emprunte. Cette fois, ce n'est pas juste une douleur passagère. Le diagnostic est lourd. Une lésion psoas-iliaque, muscle localisé dans la partie inférieure de l'abdomen. Initialement estimée à une absence de 6 à 8 semaines, cette blessure va en réalité l'écarter des cours pendant 1 an. L'Open d'Australie 2023 ne sera donc pas seulement une défaite précoce pour Nadal, ce sera surtout le point de bascule vers la plus longue période d'inactivité de sa carrière. À ce moment-là, tout le monde comprend que ce n'est peut-être plus seulement une pause, mais le début de la fin.
Le début d'une bataille encore plus grande, celle pour revenir ou celle pour dire au revoir. Not going to be able to play in Roland Garros, as you know. Today, still in a position that I am not able to feel myself ready to compete at the standards that I need to be to play at Roland Garros. No? My ambition is to try to stop, to give myself an opportunity to enjoy next year. That's probably going to be my last year. Pour la première fois de sa carrière, Nadal fait l'impasse sur l'intégralité de la saison sur terre battue, mais surtout, il refuse de s'aligner pour Roland Garros, une première depuis 2004. En décembre, il publie une vidéo officielle pour annoncer son retour pour le tournoi de Brisbane début janvier 2024. En mai, Rafael Nadal se rend à Paris pour y disputer Roland Garros. Perhaps the last dance for Rafa Nadal at Roland Garros ends in defeat. Quand Amélie me dit voilà, il veut pas faire de cérémonie, je comprends, on comprend tous. Donc on avait évité de préparer une cérémonie, mais par contre il faut pas le laisser partir après cette défaite comme ça, parce que c'est certainement son dernier. Donc on va le voir. Et puis comme il me fait confiance, voilà, il répond aux questions. Donc du coup oui. Je pose une première, une deuxième question, et la troisième, j'ai la gorge qui est limite, quoi. Oui, il y a beaucoup d'émotions. Et lui aussi, d'ailleurs, et on le sent. Et puis, j'ai pas envie d'aller plus l'abîmer. Même si Nadal perd, l'enthousiasme semble grandir au sein de son camp. S'il est capable de tenir l'échange de cette manière contre Zverev, la fin n'est peut-être pas aussi proche qu'on peut le croire. Son match contre Zverev est probablement ce qu'il a fait de mieux à partir de l'été 2022 jusqu'à la fin de sa carrière. Ce match-là, il le perd contre un Zverev qui est très très fort. Ce jour-là notamment, il produit des choses très intéressantes. Aux Jeux Olympiques de Paris, Nadal retrouve son jardin. Sauf qu'une nouvelle fois, le sort semble être contre l'Espagnol. Au deuxième tour, c'est Novak Djokovic, qui lui court toujours à la poursuite d'un premier titre olympique. Nadal se trouve dépassé dans tous les compartiments. Djokovic domine. La petite semaine un peu d'espoir de Roland Garros s'est vite transformée en non, la balle n'avance plus, le corps n'avance plus, les jambes ne tricotent plus assez, ça fait pas assez mal et voilà, c'était devenu très laborieux. Les observateurs, son clan et lui-même, prennent soudainement conscience de la réalité des choses. La fin n'est probablement plus très loin. Mais Nadal n'est pas encore résigné. Il s'y était déjà préparé, mais désormais il en est sûr, cette saison 2024 est la dernière de sa carrière. C'est finalement le 11 octobre 2024 que la nouvelle tombe et fait l'effet d'une bombe. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'Espagnol explique qu'il rangera définitivement ses raquettes à l'issue de la phase finale de la Coupe Davis, prévue à Malaga en novembre. Nadal se fixe alors un ultime objectif, la remporter une dernière fois chez lui, devant son public. C'est en février 2004 que Nadal découvre la Coupe Davis. À seulement 17 ans, le Mallorquin est appelé pour disputer les huitièmes de finale de la compétition à Brno, en République tchèque. La sélection espagnole décide alors de lui confier la responsabilité du premier match face à Jiří Novák. La rencontre est accrochée, mais Nadal est défait en 3-7. Malgré ce revers, l'Espagne poursuit sa route avant de rejoindre les États-Unis en finale. Et cette finale de Séville en 2004, je pense qu'elle joue un grand rôle dans ce qui arrivait dès 2005, c'est-à-dire son premier titre à Roland Garros. Après la victoire inaugurale de Carlos Moya face à Mardy Fish, le capitaine de la sélection espagnole, Jordi Arrese, fait le choix d'envoyer le jeune Nadal face au numéro 2 mondial Andy Roddick à la place de Juan Carlos Ferrero, pourtant vainqueur de Roland Garros en 2003. On lui dit mais c'est toi qui vas jouer et on envoie le vainqueur de Roland Garros de l'an dernier en double parce qu'on pense que toi tu as plus de chances que lui. Et là il aurait pu être écrasé par cette pression-là, mais en fait il a pris cette confiance comme un cadeau. Il a fait exploser Roddick. Et Roddick, je crois qu'il en a reparlé, il a conscience d'avoir vécu un moment clé de l'histoire du tennis parce que Nadal rapporte la Coupe Davis à son pays et il s'installe en fait dans un costume qu'il ne va jamais relâcher, c'est-à-dire c'est lui le patron du tennis espagnol. En 20 ans, le taureau de Manacor ne perdra que 2 matchs, son premier et son dernier. Une domination totale et une dévotion éternelle pour son pays. Lors de sa première rencontre de Coupe Davis, il a perdu un match contre Jiří Novák, le Tchèque, et qu'après, jusqu'à toute fin, il n'a plus perdu une seule fois en Coupe Davis, tellement il était habité par cette épreuve et tellement elle correspondait à son état d'esprit, c'est-à-dire à la fois se nourrir de sa propre grinta et se nourrir aussi de ce qu'il avait autour de lui sur le banc. Pour sa dernière Coupe Davis, et devant des milliers d'Espagnols venus célébrer une ultime fois leur roi, l'émotion est immense.
Et Nadal, conscient de vivre ses derniers instants comme joueur de tennis professionnel, ne peut retenir ses larmes lors de l'hymne espagnol. Mais l'heure n'est pas aux pleurs. Il reste encore un match en mallorquin pour prolonger de quelques heures son extraordinaire aventure. Contre Van de Zandschulp, Nadal se fait balayer au bout d'une petite heure de jeu, plaçant ainsi l'Espagne dans une position délicate. Au bout de seulement 1 heure, Nadal est au tapis et l'Espagne en sursis. Alcaraz prend le relais et file une correction à Talon Griekspoor. Son sort repose désormais sur la victoire de Carlos Alcaraz et Marcel Granollers pour le double décisif. Son destin n'est plus entre ses mains, mais impossible pour lui de rester assis les bras croisés. Sur le banc, Nadal s'agite, mais ses encouragements ne suffisent pas à inverser la tendance et la paire espagnole finit par s'incliner. Il a tenté sa chance jusqu'au bout, jusqu'à la Coupe Davis, mais c'est certainement pas la fin dont il aurait rêvé sur un court. Il aurait préféré se sentir beaucoup plus apte, mais il n'a pas eu le choix. Nadal reste sur le banc, les yeux plongés dans le vide, avant de se lever sous les acclamations du public andalou. La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento, ¿no? Yo sinceramente no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado que no quiere jugar más a tenis, con lo cual hay que aceptar la situación. Yo creo que de alguna manera he intentado algo que para mí es lo más importante en este mundo, ¿no? Que es ser buena persona. Espero que así lo hayáis percibido. Entiendo que el cariño que recibo alrededor del mundo, si fuera solo por lo que hago dentro de la pista, estoy tranquilo porque tengo a una gran familia alrededor que me ayuda en todo lo que necesito diariamente. Muchísimas gracias. C'est la fin qu'il a décidé et je pense qu'il faut respecter son choix. Il est allé au bout de lui-même et je trouve que c'est beau aussi de se dire j'aime tellement ce sport, j'aime tellement la compétition et j'aurais tellement rêvé d'aller encore plus loin que finalement, oui, j'ai fait un mauvais match à la fin, j'ai eu quelques mois difficiles. Mais respect. En 2005, Nadal aurait pu tout arrêter. 2 décennies plus tard, le petit garçon de Manacor est devenu un homme et une inspiration pour des millions d'enfants partout dans le monde. 20 années où le monde l'a vu sourire, pleurer, perdre et gagner. Nadal a marqué l'histoire de son sport grâce à des performances exceptionnelles qui ne seront pour certaines jamais égalées.